Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Dans cet épisode, nous mettons le cap sur l'innovation à Bordeaux INP. Stratégie, ambitions et perspectives, les visages de l'innovation. Vous en avez peut-être l'habitude, si vous nous écoutez, il y aura 3 temps forts dans cet épisode. Nous allons d'abord nous intéresser au bilan de la recherche en 2024, avec quelques chiffres clés. Nous évoquerons ensuite très concrètement la place laissée à l'innovation à Bordeaux INP, une place fondamentale comme vous l'entendrez. Et nous terminerons en laissant la parole à une jolie success story, celle d'étudiants lauréats de la Social Cup. Voilà le programme, bonne écoute à toutes et à tous. Une institution comme Bordeaux INP, ce ne sont évidemment pas que des chiffres, mais ce sont aussi des chiffres qui permettent de mesurer l'intensité de la recherche et de l'innovation notamment. Ceux de 2024 sont désormais connus et Nicolas Sardos en fait une synthèse et il est assistant ingénieur en charge des affaires scientifiques à Bordeaux INP. Bordeaux INP, on est co-tutelle de 11 laboratoires de recherche, donc sur le site du campus bordelais. Ça représente une activité de recherche qui est assez intense et qui permet aussi d'avoir un transfert de technologie, donc ce qui est développé dans les labos, pour que ce soit mis en lien avec la société, l'industrie, etc. Et du coup, en fait, il y a une activité qui est assez vaste et plusieurs cadres qui permettent de structurer ça. Notamment, il y a des chaires, donc des chaires qui impliquent à la fois des industriels, mais également des établissements. Donc là, actuellement, en 2024, on a 7 chaires sur lesquelles Bordeaux INP est impliqué. Donc en tant qu'établissement, vu qu'on est co-tutelle aussi, on héberge ces laboratoires. Et parmi les 11, en fait, il y en a 6 qu'on héberge dans nos murs. Donc tout ou partie en fait, du laboratoire est hébergé par Bordeaux INP. Et ça concerne 293 personnels qui travaillent dans ces labos. On a aussi la chance de pouvoir héberger 31 structures et start-up en 2024. En tant qu'établissement, on finance des appels à projets aussi, donc on permet à des chercheurs de pouvoir postuler pour avoir des fonds donc consacrés soit à des cofinancements de thèses, soit à des colloques ou des conférences. Et en 2024, ça représente 18 cofinancements de thèses et 18 colloques et conférences qui ont été accordés par Bordeaux INP. Il y a un chiffre que je trouve assez pertinent qui est le nombre de publications par des enseignants-chercheurs de Bordeaux INP qui s'élève au nombre de 333 sur l'année 2023, donc il y a un petit décalage, donc en fait on les connaît un an après, donc c'est les chiffres de 2024, mais sur l'année 2023, ce qui fait une moyenne à peu près de presque 2 publications par enseignant-chercheur pour une année. Autre chiffre qui est assez représentatif, c'est le nombre de dépôts de brevets, donc qui pour l'année 2024 s'élève à 34, et ça concerne 260 familles de brevets actives, donc c'est-à-dire des types de brevets qui sont actifs. Et parmi ces 260 familles de brevets, donc il y en a 34 qui ont été déposées en 2024. Au niveau des thèses aussi qui sont en cours à Bordeaux INP, en cours ou soutenues d'ailleurs, on a eu 169 thèses en cours dirigées ou co-dirigées par un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse de Bordeaux INP pour l'année 2024. Et on a également 53 thèses qui ont été soutenues cette année-là. Au cœur de la raison d'être de Bordeaux INP, il y a 3 missions, la formation, la recherche et l'innovation. Et c'est donc cette dernière, l'innovation, dont nous allons surtout parler dans cet épisode, en donnant d'abord la parole à Véronique Pallet. Elle est vice-présidente en charge de la recherche et du transfert. Elle est en poste jusqu'au 18 août 2025, date à laquelle elle sera remplacée par Sylvie Renaud. Véronique Pallet explique l'importance que revêt précisément l'innovation pour Bordeaux INP. Alors, Bordeaux INP se positionne comme un acteur clé de l'innovation. Celle-ci est un déterminant de sa stratégie. Et l'innovation, finalement, vise à renforcer les collaborations entre l'établissement, donc Bordeaux INP, et le tissu socio-économique. Alors, ça se concrétise par un certain nombre d'actions qui se veulent ambitieuses et qui concernent principalement le transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique. C'est une des missions principales qui lui est assignée aujourd'hui par sa tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et les établissements, les grands établissements comme Bordeaux INP doivent être des contributeurs importants de la création de valeur dans notre société et donc du transfert des résultats de la recherche vers les entreprises, vers le monde socio-économique. Parmi les outils précieux en matière d'innovation, il y a le PUI, le pôle universitaire d'innovation que présente Véronique Pallet.
Le premier dispositif, depuis 2 ans, Bordeaux INP est membre fondateur du pôle universitaire d'innovation, PUI, de Bordeaux. Pôle universitaire d'innovation qui est coordonné par l'Université de Bordeaux comme chef de file et qui réunit sur le site de Bordeaux donc 15 autres établissements, donc 16 fondateurs au total. Ce projet a pour objectif donc de renforcer les actions de ces 16 fondateurs pour optimiser, pour intensifier le transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique. Ça, c'est une première action très importante. Ça joue un rôle central dans la stratégie de Bordeaux INP, qui développe des technologies innovantes dans des domaines très variés, tels que l'électronique, l'énergie, l'environnement, les matériaux, par exemple. Et Bordeaux INP, donc avec les autres fondateurs, avec 2 filiales également, qui sont l'ADERA et la SAT Aquitaine Sciences Transfert, va transférer les résultats des laboratoires vers les entreprises, vers le monde socio-économique. Alors, il y a différents dispositifs qui peuvent permettre de faire cela, qui sont la promotion et la gestion de projets de recherche partenariale avec les entreprises. Ces projets de recherche partenariale peuvent aller jusqu'à la mise en place de laboratoires communs. Des laboratoires communs, c'est des structures qui rassemblent un laboratoire et une entreprise autour d'une feuille de route pour des objectifs précis de recherche et développement qui permettent à la fois de réaliser de la recherche, mais aussi d'orienter celle-ci vers les besoins de l'entreprise partenaire. Ainsi, Bordeaux INP, évidemment, est propriétaire de brevets issus de ces laboratoires et, grâce à sa filiale, donc Aquitaine Sciences Transfert, va pouvoir transférer concrètement ces brevets vers les entreprises ou permettre que ces brevets soient à l'origine de la création de certaines entreprises. Bordeaux INP propose des modules spécifiques pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Pour ce faire, Bordeaux INP a un incubateur donc qui s'appelle Bordeaux Impulse, qui héberge et qui accompagne le développement de projets innovants de ses élèves, de nos élèves, qui ont donc de ce fait le statut d'entrepreneur et qui veulent que leur projet soit transformé en création d'entreprise. Un projet innovant par définition. Et donc s'insère, grâce à cet incubateur, dans l'écosystème bordelais qui va permettre à ces entreprises de se développer. L'ambition du PUI, c'est de coordonner en fait les acteurs, établissements, organismes de recherche du site de Bordeaux qui sont concernés donc par la recherche dans un projet qui a été financé par l'État pour l'instant, donc de les coordonner afin de mettre en place une organisation robuste, agile, qui va permettre d'intensifier le transfert de technologie, donc le transfert des résultats de la recherche des laboratoires vers le monde socio-économique. Alors, ce projet, il a plusieurs objectifs, donc à plus ou moins un court terme, c'est de développer donc une vision partagée des enjeux du territoire, de mettre en place une organisation pour ne rater aucune opportunité de transformer un résultat de recherche en une solution pour le monde en général, et de valoriser la recherche du site pour créer donc des résultats vers le monde socio-économique. Alors il y a 3 axes en fait au PUI, 3 axes forts, qui sont d'une part un premier axe qui s'appelle TIS Innovation pour apprendre à mieux travailler ensemble, partager mieux nos données, etc. Il y a un deuxième axe qui s'appelle Déclic Innovation, qui a pour objectif d'accroître les opportunités de recherche partenariales, donc les opportunités qu'on a de travailler avec le monde socio-économique, donc tous ces partenariats dont j'ai parlé précédemment, de les augmenter, et au nombre de ces partenariats, d'augmenter le nombre de laboratoires communs avec les entreprises. Et puis il y a un troisième axe, Impulse Innovation, qui pour objectif d'accroître le nombre de résultats transférés jusqu'à la création d'entreprises, de start-up. Vous l'aurez compris, l'innovation à Bordeaux INP se fait en grande partie en collaboration avec des entreprises de la région. Il existe plusieurs structures consacrées à cette mission de collaboration et notamment le groupement d'intérêt scientifique, le JIS Albatros, créé avec Thales. Marc Gatti est le directeur scientifique et relations académiques de Thales. Il est aussi président du conseil d'administration de Bordeaux INP. Il explique en quoi les travaux de certains étudiants peuvent être complémentaires de la recherche et développement interne à l'entreprise. Si vous regardez ce qu'a fait Bordeaux INP, c'est pas simplement que des écoles. On n'est pas là simplement pour former des ingénieurs. L'ensemble des enseignants-chercheurs sont dans des laboratoires de recherche. Donc ils emmènent
à leurs étudiants, non seulement la science qu'ils professent, mais également tout l'aspect de leur recherche et tous les résultats de leur recherche. Donc on a un terroir qui est très riche là-dessus, sur la partie innovation. Ça se caractérise également par des chaires. Donc on a une chaire sur l'IA, on a une chaire sur la cybersécurité, on a une chaire sur le transport autonome. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez effectivement deux axes. Vous avez un premier axe qui est ce qu'on appelle la recherche et développement, qui est plutôt orienté des produits et qui est orienté vers le besoin du marché. Et puis vous avez un deuxième axe qui est un axe un peu plus exploratoire, qu'on va appeler Research and Technology, R&T, qui est là, en fin de compte, pour acquérir de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles bases. Quand on est dans l'industrie, oui, on va se tenir au courant, oui, on peut apprendre effectivement des choses, mais on n'apprend pas tout seul. On apprend parce qu'il y a des personnes qui le font, on va dire, de façon naturelle tous les jours. Et ces personnes-là, on va les retrouver dans les domaines académiques. Donc, on va les retrouver dans Bordeaux INP. Ce que l'on met en place également avec Bordeaux INP, c'est la capacité à pouvoir faire de la formation continue, c'est-à-dire à monter en compétence l'ensemble des ingénieurs qui travaillent dans les différents domaines, de façon à ce qu'une nouvelle techno émergente puisse tout de suite être captée, analysée, et que l'on puisse regarder derrière si elle a un débouché court, moyen ou long terme dans l'industrie qui est la nôtre. L'aéronautique est un domaine qui évolue vite. Bordeaux INP aide notamment Thales à prendre le temps d'appréhender ces évolutions et ces innovations. Nous avons mis en place entre l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l'Université de Limoges, Poitiers, le CNRS, nous avons mis en place une collaboration qui s'appelle le GIS Albatros. Cette collaboration aujourd'hui fait que nous sommes capables de monter des projets, nous sommes capables de monter des thèses, on va dire, avec l'ensemble des écoles de Bordeaux INP et l'Université de Bordeaux, donc les laboratoires de recherche. Quand on adresse, en fin de compte, l'innovation, on n'adresse pas l'innovation d'une façon, on va dire, uniforme partout. Ce que l'on va chercher, c'est à thématiser cette innovation. Donc, dans le GIS Albatros, on a mis justement des thèmes dont nous avons besoin pour les produits de demain. Quand je parle, on peut parler d'architecture électronique, on va parler de tout ce qui va toucher ce qu'on appelle le Human Autonomy Teaming, c'est-à-dire la collaboration entre l'humain et les systèmes autonomes, l'intelligence artificielle. On va toucher à tout ce qui est le traitement de signal. Donc l'ensemble de ces aspects-là, on l'a caractérisé par domaine, et on travaille par domaine avec les enseignants-chercheurs, avec les chercheurs, avec les professeurs qui sont dans ce domaine-là. Le gros avantage qu'on a, et c'est pour ça qu'on a fait le GIS également, et c'est le GIS, il a été créé en 2010, nous sommes en 2025, donc le GIS a 15 ans d'existence. Il est toujours d'actualité, il va grossir, je vous dirai pas comment, mais il va grossir encore là dans les mois à venir. Donc on trouve de l'intérêt. Et on trouve de l'intérêt parce que on adresse les problématiques qui sont les problématiques du moment. La première, c'est l'intelligence artificielle. On en parle, tout le monde en parle, ça fait le buzz. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire du ChatGPT, on peut faire ce qu'on veut, on peut animer des séquences. Maintenant, c'est ok, c'est bien dans le grand public, c'est bien de pouvoir faire on va dire quelque chose de très ouvert. Comment ce produit-là, on peut l'instancier de façon sûre et qualitative à bord d'un avion? Comment est-ce qu'on peut être sûr que si l'IA donne une information, on peut faire confiance à l'information qui est donnée? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler la connectivité. L'intelligence artificielle tout seul ne sert à rien si elle n'est pas connectée à quelque chose. Donc on va appeler cette connectivité la façon de pouvoir garantir que quel que soit l'endroit où l'on se situe dans le ciel, l'avion, l'ULM, l'ensemble des porteurs puissent être repérés, puissent être identifiés. Ça, c'est le deuxième point. Et à partir du moment où j'ai donné ce deuxième point, il y a un troisième qui est natif derrière, c'est la cybersécurité. Il faut être sûr que toutes les transactions que je peux mener, tous les échanges que je peux avoir sont des échanges sûrs et ce qu'on appelle safe and secure, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs à la fois sur la donnée qu'ils transmettent, mais à la fois sur l'intégrité du contenu. Jean-Marc André est en charge des activités de recherche de l'École nationale supérieure de cognitique qui fait partie de Bordeaux INP. Il précise quelle place revêt l'innovation dans le GIS Albatros en particulier et pour l'école en général.
Alors, dans le cadre du GIS, il est totalement dédié à l'innovation. C'est, en tout cas, pour ce qui est de mon activité et celle de mon laboratoire, on intervient donc de façon très, très amont, si je dis. On va proposer des nouvelles façons d'envisager la technologie. Et bien sûr, ensuite, à un moment donné, l'industriel prend le relais et va éventuellement intégrer les réflexions qu'on lui apporte dans ses nouveaux produits. Voilà. Mais vous le savez, dans l'aéronautique, les temps sont longs. Donc, l'aboutissement concret en termes de produits de ce qu'on propose intervient souvent plusieurs années après. Il n'empêche que nous avons un laboratoire au sens générique du terme, un laboratoire d'idées qui nous permet d'interagir avec les gens de Thales sur leurs thématiques, tout en n'oubliant pas nos problématiques fondamentales. C'est du win-win, franchement. C'est quelque chose qui est très gagnant-gagnant et qui nous permet, depuis maintenant près de 15 ans, un peu plus de 15 ans, de travailler ensemble en réelle synergie. De façon générale, l'innovation, bien sûr, est un leitmotiv chez nous, parce que notre problématique, c'est d'intervenir le plus en amont dans le processus de conception, et de façon à ce que la prise en compte de l'humain se fasse le plus en amont possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur. Entre temps court et temps long, le cœur de l'innovation pour une école comme pour une entreprise balance. Le GIS aide à établir un subtil équilibre. Le temps est long parce que ce sont des systèmes extrêmement complexes et qui mettent du temps à être développés, mis au point, certifiés, puisqu'il y a beaucoup de problématiques de certification dans l'aéronautique civile en tout cas. Donc effectivement, il faut accepter que ce temps soit moyennement long, on va dire les choses comme ça. Alors pour nous, on est sur les usages, dans mon cas et dans celui de mon laboratoire, on est sur les usages. Donc là, les recommandations, les façons d'utiliser la technologie peuvent être intégrées beaucoup plus rapidement que des systèmes plus classiques industriels où on est obligé vraiment de revoir le fonctionnement de l'appareil. Mais cela dit, pour nous, c'est la complexité du système et puis les temps courts dans la réaction des pilotes. Les pilotes sont en temps contraint, donc c'est ça qui caractérise notre intervention. On agit sur des personnes qui doivent être en permanence, en pleine conscience de la situation dans laquelle ils sont pour pouvoir bien décider et vite décider. Autre intérêt du GIS, mais plus largement d'un partenariat fort entre l'école et l'entreprise autour de l'innovation, cela permet entre autres d'attirer des profils d'étudiants et d'étudiantes particulièrement pertinents à la recherche justement de ce genre de perspective. Tous ne se dirigent pas vers l'aéronautique, loin de là. Mais enfin, aujourd'hui, par exemple, le groupe Thales compte plusieurs dizaines de nos anciens étudiants. Donc c'est à remarquer. Et ça traduit effectivement l'intérêt que les grands groupes aéronautiques ont pour notre formation. Alors je parle de Thales, mais il en est de même pour Dassault, il en est de même pour Airbus, par exemple, pour tout ce qui est régional. Innover pour Bordeaux INP est donc essentiel et protéger ces innovations est un devoir, comme le rappelle Stéphanie Clément, chargée d'affaires scientifiques qui détaille son rôle et celui de son service. Alors le rôle de mon service, c'est de soutenir nos personnels dans leurs activités de recherche et d'être l'interface au niveau de toutes les interactions avec nos laboratoires en co-tutelle. De la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, le suivi de tout ce qui est valorisation effectivement des résultats obtenus dans nos laboratoires. Il est important en fait dans les projets de recherche de déposer des brevets pour protéger en fait les résultats issus de ces collaborations. Et le premier objectif, c'est bien sûr d'éviter qu'un tiers ne s'approprie ces résultats et en revendique l'invention. Le brevet donne une sorte d'identité en fait aux résultats produits et permet plus facilement après de pouvoir les exploiter via par exemple une licence concédée à une entreprise ou aux partenaires dans ce contexte. Encourager la créativité et donc l'innovation est particulièrement important. Stéphanie Clément. En fait, Bordeaux INP a mis en place depuis plusieurs années la prime brevet, ce qui permet de rétribuer les inventeurs, les contributeurs aux résultats qui sont ainsi protégés. Et je préciserai que Bordeaux INP co-dépose entre 30 et 50 brevets par an et se retrouve régulièrement classé dans la liste du palmarès INPI des 50 premiers déposants français. Prime brevet, c'est une forme de récompense finalement aux inventeurs qui ont produit des résultats qui sont dignes d'être exploités par la suite notamment, et c'est une forme de reconnaissance finalement. Bordeaux INP a souhaité encourager les projets collaboratifs et a mis depuis quelques années en place l'intéressement de ses personnels.
et permet aussi de rétribuer nos enseignants-chercheurs, donc qui montent des projets collaboratifs avec des partenaires en général industriels. Et puis ils ont aussi la possibilité de demander une autorisation de concours scientifique pour participer au transfert des résultats issus de leur laboratoire, ce qui reboucle avec le premier sujet qu'on a évoqué. Et un accompagnement personnalisé peut également être mis en place pour la création par exemple de start-up en lien avec notre filiale Aquitaine Sciences Transfert et l'incubateur Chrysalink. Disons que c'est un cercle vertueux, tout le monde est gagnant-gagnant et il trouve son compte. Il y a des accords structurants en plus qui sont mis en place pour faciliter la contractualisation et permet derrière de mettre en place de nombreuses thèses et des projets donc très fructueux. Favoriser le transfert et la valorisation des résultats issus de la recherche académique vers le monde socio-économique, c'est la mission d'Aquitaine Sciences Transfert, une société d'accélération du transfert de technologies présidée par Maëlys Chusseau. Notre métier est d'accélérer le transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique. Donc notre rôle est d'accompagner les chercheurs pour qu'ils puissent soit collaborer avec des entreprises, soit créer des startups, soit transférer directement des résultats à des entreprises déjà existantes. Et parmi nos métiers, nous avons également la protection du patrimoine intellectuel par brevet ou logiciel ou savoir-faire. Il est essentiel que le rôle d'une université ou d'un campus universitaire soit de servir à la société et de pouvoir amener des résultats qui puissent créer des emplois dans le monde socio-économique. Donc c'est un rôle à la fois d'attractivité pour le site et à la fois un rôle de place dans la société. La mission innovation est aujourd'hui une mission qui est inscrite dans les statuts des établissements d'enseignement supérieur de recherche. La place laissée à cette innovation aujourd'hui dans les établissements sur le campus de Bordeaux, de Pau et de La Rochelle est très forte. En effet, depuis plusieurs années maintenant, ce sont des établissements qui accordent une place majeure à l'innovation sous toutes ses formes au sein de leur établissement. Les chercheurs peuvent effectivement proposer des projets, soit de collaboration de recherche, soit d'accompagnement de start-up par leurs étudiants, soit effectivement de coopérer sur des transferts de technologies avec des entreprises existantes. Quelques projets portés au stade industriel sont emblématiques de ce que peut proposer Bordeaux INP. Maëlys Chusseau. Alors, on pourrait citer par exemple des projets autour de l'optique, où effectivement il y a beaucoup de startups qui sont issues des laboratoires du campus en optique. On peut également citer un protège-dents qui aujourd'hui est vendu dans le monde entier par Decathlon. On peut citer également des médicaments, celui de Pierre Fabre par exemple, hémangiole, contre les hémangiomes infantiles graves, qui est également vendu à travers le monde entier. Nous pouvons citer un autre exemple emblématique où l'ensemble des établissements a contribué à l'émergence de cette start-up, qui est la start-up Trifrog Therapeutics. L'objectif de cette start-up est de répondre à un besoin non rempli de production de cellules souches pour les thérapies cellulaires. Les établissements ont accompagné ce projet-là en amont, en prématuration. La SAT a accompagné des preuves de concept pour montrer l'efficacité d'une solution de production de ces cellules souches dans un bioréacteur avec des solutions de microfluidiques. Et in fine, au moment de la création de la start-up, l'ENSTBB a accueilli les porteurs pour qu'ils puissent finaliser leur projet et démarrer leur start-up dans de bonnes conditions, avec l'accès à la fois à des ressources de l'école et des étudiants de l'école. Se mettre au service de l'innovation et de l'économie régionale, c'est aussi la mission de l'ADERA. L'ADERA a près de 60 ans et elle est présidée aujourd'hui par Isabelle Ray. Donc l'ADERA, c'est une filiale de valorisation de la recherche qui pilote 4 grands pôles d'activité. Le premier, c'est le pôle partenariat, en fait, qui gère la recherche partenariale entre les entreprises et les chercheurs de nos laboratoires sur les différents sites et les différentes thématiques portées par les établissements qui sont nos actionnaires. Donc chaque année, nous gérons plus de 200 contrats de collaboration et nous accompagnons les chercheurs dans leurs projets sur l'ensemble de leurs démarches autour de ces projets, les aspects juridiques, les aspects ressources humaines, les aspects administratifs et financiers, et également grâce à des outils digitaux qui sont conçus sur mesure et qui nous permettent d'assurer une réactivité, une agilité adaptée aux besoins. Le deuxième pôle d'activité, c'est celui des cellules de transfert de technologie qui permet d'offrir
aux entreprises des prestations de services à façon sur la base des compétences, savoir-faire et aussi du parc d'équipement de nos laboratoires d'adossement et des chercheurs. Ce dispositif de cellules de transfert, c'est un dispositif assez original et spécifique au territoire aquitain qui permet de donner de la visibilité aux expertises des laboratoires sur tous les domaines et facilite la relation avec les entreprises. Notre troisième pôle, c'est le pôle événementiel et ce pôle permet d'accompagner la mise en œuvre de colloques et de congrès scientifiques qui sont des véritables vecteurs de diffusion de la connaissance. Notre équipe est spécialisée et assure l'accompagnement de l'événement depuis les inscriptions jusqu'à la logistique sur place, en passant par la gestion des fournisseurs, les relations avec les sponsors et les intervenants, ainsi que la création de supports comme des sites web dédiés à l'événement. Et enfin, notre dernier pôle, le pôle formation continue, qui est historique à l'ADERA, qui est même une des premières activités qui a justifié la création de l'ADERA il y a plus de 50 ans maintenant. Et nous l'avons démarré, cette activité, pour répondre à la demande du tissu industriel aéronautique, avec des formations notamment en pyrotechnie. Depuis, cette activité s'est structurée et développée, et aujourd'hui, nous accompagnons les établissements dans la mise en place de différentes sessions de formation continue, et notre certification Calliope et nos outils nous permettent de garantir un bon niveau de qualité de service à nos clients industriels et académiques. Par exemple, pour Bordeaux INP et le NSTBB en particulier, nous avons déployé une cellule de formation continue particulièrement performante autour des biotechnologies. Aujourd'hui, ce sont plus de 250 collaborateurs au sein de l'ADERA qui portent l'ensemble de ces activités. Alors l'innovation est au cœur même de l'ensemble de ces activités, puisque l'objectif, c'est d'accompagner le transfert finalement de savoir-faire, de compétences de nos laboratoires au service des entreprises. Le besoin finalement est exprimé par le marché et en fait on est à l'écoute permanente de ce marché de manière à pouvoir monter des modules de formation assez rapidement. On identifie des experts professionnels ou académiques qui nous permettent, en utilisant leurs compétences, de déployer rapidement ces modules de formation au service du besoin du marché qui, en effet, évolue rapidement. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, on a en quelques mois, avec Bordeaux INP, monté en fait des sessions de formation d'intelligence artificielle pour répondre à ce besoin nouveau et qui est en pleine croissance. Dans le dernier temps fort de ce podcast, nous allons laisser la parole à Lucie Navarro. Elle est étudiante à l'École nationale supérieure de matériaux, d'agroalimentaire et de chimie, l'ENSMAC. Avec deux de ses camarades, Mathéo Dumas et Luc Olagnon, ils ont précisément fait preuve d'innovation et imaginé Sensoria Gourmet. Ils ont remporté la Social Cup cette année devant plus de 260 concurrents. Lucie présente Sensoria Gourmet, raconte le parcours lors de cette Coupe de France des jeunes qui agissent pour un monde durable et solidaire et les éventuels débouchés pour ce projet. Le projet Sensoria Gourmet repose sur la création d'ingrédients à texture modifiée pour les personnes dysphagiques. Donc les personnes dysphagiques, c'est des personnes qui ont des difficultés à mâcher ou avaler. On est parti du constat que ces personnes consommaient souvent des plats préparés, mixés, peu appétissants. Donc nous, le but, c'était de recréer des ingrédients avec le goût et la forme d'origine afin que ces personnes retrouvent le plaisir de manger. Si on prend l'exemple d'une carotte, on vient la mixer, ajouter un texturant pour la reformer dans un moule conservant la forme d'origine, qui, après cuisson, lui offrira la texture adéquate pour les personnes dysphagiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une vraie carotte visuellement, mais dès qu'on la met en bouche, elle fond et il n'y a aucun risque d'adhésion, notamment à la paroi buccale, qui peut être un enjeu dangereux pour ces personnes-là. C'était un projet à mener normalement sur les 2 premières années d'école et au vu des enjeux actuels, on a décidé de le poursuivre durant notre 3e année. Nous trouvions ça important car notre projet est normalement très scientifique, mais là ça permettait de mettre en avant la valeur sociale du projet et de concourir avec d'autres participants qui n'avaient pas forcément des projets scientifiques, mais tous à impact social. Cette participation à la Social Cup, c'était aussi un moyen de faire connaître le projet, de le mettre en lumière, de aussi mettre en avant notre école et de faire connaître la dysphagie et toute la problématique autour de ce trouble. La victoire de la Social Cup nous a offert beaucoup de visibilité, donc déjà au sein des différents partenaires, comme KissKissBankBank, la Banque Postale, et d'autres. Cette participation nous a aussi permis de débloquer des fonds qui peuvent notamment nous permettre de développer de nouveaux moules pour nos ingrédients parce qu'en effet, vu qu'on redonne la forme de l'ingrédient d'origine pour chaque ingrédient nécessite le développement d'un nouveau moule qui a un prix. Donc
Nous avons fait le constat qu'aujourd'hui, par manque de temps, les plats proposés aux personnes dysphagiques sont souvent des mixés peu appétissants. Nous, on veut retrouver la forme des ingrédients d'origine. Donc, à l'aide d'un partenaire industriel, nous avons pu faire développer des moules qui permettent aux cuisiniers de retrouver leur créativité dans l'élaboration de leurs plats, tout en proposant des plats attractifs et gourmands aux personnes dysphagiques. Aujourd'hui, on continue à participer à plusieurs concours comme Ecotrophélia. Des EHPAD sont aussi partants pour tester nos produits dans leurs établissements. Donc ce projet reste un moyen de faire connaître la dysphagie et de trouver des solutions pour ces patients avec les EHPAD qui veulent bien nous suivre. Il est aussi important de savoir que la dysphagie est un trouble qui ne touche pas que les personnes âgées, mais aussi des personnes plus jeunes atteintes de cancer ORL, par exemple, ou de troubles neuro. Donc, si certains établissements nous font confiance, donc que ce soit des EHPAD ou non, nous serons prêts à nous engager. Ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on a pu être mis en relation avec plusieurs partenaires industriels, donc notamment Velfort dont on parlait précédemment au niveau des moules. On a aussi eu la chance d'être incubé par l'Inpulse, donc l'incubateur de Bordeaux INP. L'Inpulse nous a permis de bien structurer le projet. Ils ont été un gros soutien tout au long. Ils nous ont notamment accompagnés lors de certains concours, donc comme la Social Cup où ils sont venus avec nous à Paris. Ils étaient toujours là si jamais on a des questions sur divers sujets. On a aussi été suivis par l'agropole d'Agen et à l'aide d'études de terrain qu'on a pu mener, on a rencontré beaucoup de personnel de différents établissements de santé, que ce soit des EHPAD ou des centres pour enfants. Donc on a quand même développé beaucoup de compétences et de connaissances, même d'un point de vue entrepreneurial pour chacun de nous. Ce projet a été pour nous une véritable expérience qui nous permet de faire le pont entre la partie plus théorique de l'école et notre vie professionnelle future. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé ou ont permis la production de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations de Bordeaux INP.